Aujourd'hui, Vue sur Terre part à la découverte de l'Équateur. Ce petit pays d'Amérique du Sud est bordé par l'océan Pacifique et ses longues plages de sable. L'Équateur est traversé par la cordillère des Andes. C'est le royaume de volcans majestueux. À l'est s'ouvre l'immense bassin amazonien et sa forêt sans âge. Xavier a quitté Perpignan il y a 20 ans. Cet ornithologue est venu s'installer en Équateur pour profiter de l'incroyable biodiversité de ce pays. Toujours en quête de découverte, sa curiosité l'emmène sur le toit de l'Équateur. Jorge est pilote du LM. Dès que la météo le permet, cet aventurier des airs glisse entre les nuages et les sommets. Aujourd'hui, il va aider son ami Armando à étudier un animal étonnant, le tapir des montagnes. Sur le Rio Napo, les hommes du fleuve vivent en osmose avec la nature. Théo s'enfonce au cœur de la forêt amazonienne. Entre culture ancestrale et monde moderne, il est l'un de ceux qui comprennent le mieux cet univers hostile. Regardez toutes les merveilles que l'on a ici, toute cette beauté. Nous devons y faire attention et l'aimer pour toujours. Et alors la terre maternelle nous remerciera et prendra soin de nous. Maria. Venga, 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 venga. Viens, 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 Maria. Elle ne répond pas, Maria. Maria, Maria. Anrel Paz est paysan. Quand il a acheté un terrain dans la forêt, il a fait comme tout le monde ici, défricher afin de pouvoir cultiver. Mais un jour, il s'est découvert une nouvelle famille, les habitants de la forêt, des centaines d'oiseaux qu'il a peu à peu apprivoisés. Dès lors, il a tissé avec eux une relation étonnante. Elle s'appelle Shakira. Je lui ai donné ce prénom parce qu'elle danse comme la jeune artiste de Colombie. Ils font partie de ma propre famille. C'est comme Maria, l'oiseau qu'on cherchait ce matin, un géant de Ampita. Je l'ai appelée Maria, c'est le prénom de mon épouse. À 1400 mètres d'altitude, Anrel vit dans la forêt de nuages. C'est un monde merveilleux, peuplé d'arbres gigantesques et d'oiseaux colorés. Quand son ami Xavier lui rend visite, Anrel est heureux de partager avec lui ce qu'il a réussi à préserver. Sa passion pour la faune qui l'entoure a transformé son existence. Maintenant, il gagne sa vie en emmenant des ornithologues observer sa grande famille. À force de patience, les oiseaux répondent à son chant et viennent lui manger dans la main.
Avec des oiseaux comme ça, on prend vraiment son pied. C'est là où il y a les poils qui s'hérissent sur les bras. C'est dans des endroits où tu partages avec des gens qui ont le même type de passion, qui fait qu'encore cette joie est encore plus grande parce que tu n'es pas tout seul. Tu te dis, waouh, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas fou. Il y a d'autres gens qui sont aussi un petit peu décasés comme ça, quoi. Donc c'est bien, ça fait du bien, ça soutient. Français, originaire de Perpignan, Xavier vit en Équateur depuis 20 ans. C'est ici qu'il a découvert le monde des oiseaux et qu'il est devenu ornithologue. L'Équateur abrite 1600 espèces de volatiles, 13% des oiseaux de la planète. Xavier dirige aujourd'hui une réserve naturelle située à la lisière de l'Amazonie. Elle a pour but de protéger cette biodiversité exceptionnelle. C'est en forêt qu'il passe le plus clair de son temps, à l'affût du moindre battement d'aile. L'instinct de l'homme est animal, de toute manière. Donc le fait d'aller traquer entre guillemets bien sûr, ces oiseaux, pour les observer ou pour les prendre en photo, je pense qu'on revient bien sûr à l'instinct chasseur de l'homme, et c'est essayer d'être près de la nature pour une raison ou pour une autre. Bon, là c'est pour le bien, d'autres l'ont fait pour le mal, mais la finalité, disons le besoin physiologique reste le même, je pense. Sur la ligne de l'équateur, le petit village de Punta Blanca contemple l'océan Pacifique. Xavier vient rendre visite à ses deux amies, Elsa et Maria, deux équatoriennes devenues pêcheurs et un brin philosophe. J'aime la liberté. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas? Où t'étais? Ah non, merci. Pas de questions. Moi, j'attrape mes affaires et je vais où je veux. Je ne dépends de personne. Quand ils se retrouvent, Xavier et ses amis n'aiment rien d'autre que de refaire le monde, bercés par la rumeur du Grand Pacifique. Aquí no se gana, pero se goza. C'est ce qui représente pour moi le plus l'Équateur. Ici, on ne gagne pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est ce côté-là, c'est ce côté festif, ce côté un petit peu latino, où on a beaucoup plus la tendance d'aller vers une bonne vie, une bonne manière de vivre, plutôt qu'une riche manière de vivre. C'est pas ce qui attire la majorité des gens. Et donc voilà, on sent beaucoup plus les jours et les années passées quand on est dans cet esprit-là, plutôt que d'essayer de lutter contre le temps. En Équateur, Xavier a trouvé ce qu'il cherchait. Des gens ouverts, un pays en plein essor et surtout une nature étonnante et foisonnante. Il est toujours à la recherche d'un oiseau rare, prêt à faire des centaines de kilomètres pour photographier une grenouille en forêt amazonienne ou un migrateur de passage dans la cordillère des Andes. Aujourd'hui, il se rend sur l'Antisana, un volcan à près de 6000 mètres d'altitude. Il doit rejoindre une équipe de glaciologues arrivés de Quito. Cette route qu'on est en train de prendre passe, serpente entre la ligne équatoriale, entre le nord, le sud, et c'est vrai que ça donne un petit peu son sens au pays, non, vraiment à l'Équateur. Donc c'est vraiment l'une des meilleures représentations qu'on peut avoir. On est complètement au milieu du monde. C'est rigolo parce que moi je suis passé du centre du monde qui est Perpignan, selon Dali,
au milieu du monde. Bon, il y a toujours cette espèce de relation là, comme ça, qui me tient un petit peu. Xavier traverse maintenant la cordillère des Andes, une zone désertique de volcans et de glaciers majestueux. Ici, à 4000 mètres, le paysage change radicalement. Tu passes d'un paysage à l'autre, d'une ambiance à l'autre, d'une température extrême à une autre extrême en un claquement de doigts, quoi. C'est vrai que c'est assez fou. Ouais. C'est prenant et puis en même temps tu te lasses pas. Tu peux le refaire maintes et maintes fois. Tu reverras tout le temps les paysages d'une manière différente, avec des ambiances différentes, de nouveaux animaux, de nouveaux paysages, des nouvelles couleurs. C'est très riche, oui. Xavier se rapproche de l'Antisana. Depuis plusieurs années, il travaille avec des glaciologues qui mesurent les effets du changement climatique. Ma rencontre là avec ces glaciologues qui travaillent sur l'Antisana, c'est plus un petit peu de mon côté de grand curieux. Donc le fait d'accompagner ces glaciologues sur le terrain et les aider un petit peu dans le suivi de l'observation de ces glaciers-là me fait comprendre encore mieux le fonctionnement de cet écosystème, et ça me permet d'intégrer tout un tas d'informations complémentaires qui vont m'aider à avancer un petit peu dans mon travail de conservation. En tête de la cordée, Gustavo, un solide montagnard. Juan et Xavier suivent la cadence imposée par le guide de haute montagne. À 5100 mètres d'altitude, les trois hommes atteignent un premier objectif, l'une des stations météo les plus hautes de l'équateur. Je récupère les données de température et d'humidité enregistrées par la station. Chaque mois, il faut venir ici pour faire ce travail. On en fera l'analyse plus tard au labo. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a neigé? Quelles ont été les variations de température? Le plus difficile, c'est de venir collecter les données. Les hommes reprennent l'ascension de l'Antisana. L'objectif de Juan et Xavier est d'atteindre un couloir de glace à 5300 mètres d'altitude. Là-haut, ils doivent effectuer un carottage dans les entrailles du glacier. Chaque année, ils viennent à cet endroit pour étudier l'évolution de la glace et écouter les craquements de cet immense torrent gelé. Cette montagne est située dans la partie orientale de l'équateur. Elle reçoit l'influence de l'Amazonie, mais aussi celle du Pacifique. On a même des éléments qui prouvent que les phénomènes climatiques comme El Niño et la Niña influent sur les précipitations que reçoit cette montagne.
On travaille autant en montagne qu'au laboratoire. Mais finalement, notre laboratoire naturel est ici. Cette partie-là, c'est de la neige plus récente, plus jeune, alors que celle-là est plus ancienne, plus compactée. Ça représente plus ou moins une année de précipitation. J'adore ça. Si je pouvais travailler ici tous les jours, ce serait parfait. Quand je grimpe sur ce volcan, mon visage s'illumine. La montagne fait partie de moi. L'Antisana, c'est vraiment l'un de mes endroits préférés par rapport aussi à sa beauté d'abord, parce que c'est une montagne qui est vraiment exceptionnelle, qui est difficile, mais qui est belle en même temps, donc c'est un petit peu la rançon. Et en même temps, à ses pieds, sur tout le piémont de la masse glaciaire qui est ici, il y a une biodiversité qui est fantastique. Ce qui fait tomber amoureux les gens qui ne sont pas d'ici et qui restent ici, c'est justement ces grands paysages et la générosité un petit peu de la nature qui nous a donné toute cette immensité et toute cette richesse. Xavier a découvert les paysages qui entrent en résonance avec ses rêves d'homme libre. Désormais, il a trouvé sa place, la latitude zéro du globe, l'équateur. Parcourir les territoires sauvages de l'Équateur est une expérience unique. Rolleré est un aventurier du ciel et un pionnier de l'aviation légère en Amérique du Sud. Depuis 27 ans, il survole son pays et ses horizons infinis. Ça te donne une intense sensation de liberté. Tu peux admirer le paysage et voler où tu veux, sans te soucier de la route ni du trafic. Avec cet appareil, tu es libre. C'est pas cher du tout, et tu peux aller là où des avions plus grands ne passent pas, et atterrir sur des pistes plus petites. Tu voles avec l'air dans la main et sur le visage. L'Équateur est un petit pays qui est très varié. Tu es dans les montagnes à 6000 mètres et en 1 heure, tu te retrouves sur la côte pacifique, à la plage, ou encore en forêt. C'est très riche. Rolleré est pilote, écrivain et guide de haute montagne. Il est aussi photographe. Ses livres sur l'Équateur vu du ciel l'ont rendu célèbre dans tout le pays. Il prépare son prochain vol dans le Páramo, une zone montagneuse à 4000 mètres d'altitude. Il doit y retrouver Armando, un de ses amis naturalistes. Je vais faire un vol parce qu'Armando m'a appelé.
Il a un problème avec son appareil qui lui sert à repérer les animaux sauvages. Je vais lui apporter un câble de rechange dans la zone d'Ayacachi. Ensuite, je reviens. Rolleré, l'autodidacte de l'aviation, a construit son premier ULM dans son hangar. Il a appris à piloter sans instructeur. Il y a 30 ans, c'était un pionnier. Avec son ULM, il a survolé la cordillère des Andes jusqu'en Patagonie, à la pointe du continent sud-américain. Rolleré survole le Páramo. Impossible pour lui de se poser dans ces montagnes marécageuses. Après un premier contact visuel avec son ami Armando au sol, il décide de s'approcher au plus près. Il doit larguer un petit parachute avec le matériel nécessaire à la poursuite de la mission d'Armando. Armando et son équipe cherchent à repérer des tapirs de montagne, le mammifère emblématique du Páramo. Certains sont équipés de balises radio. Cet animal craintif est menacé, mais Armando espère qu'en étudiant son comportement, il pourra mieux le protéger. Sans ce câble, c'est quasiment impossible de localiser le tapir. Nous savons qu'il est par là, mais pour savoir précisément où il se trouve, ça va prendre du temps. Peut-être qu'il va nous sentir et on ne pourra pas s'approcher. Sans localisation radio, on ne peut rien faire. Alors merci à Jorge qui a réussi à voler malgré les conditions météo difficiles. Mais c'est un véritable expert. Ce câble est vraiment très important. Avec lui, on va pouvoir repérer le tapir et le poursuivre. J'espère qu'on pourra l'observer tranquillement. L'ULM est une machine tout-terrain. Grâce à elle, Rolleré rend de précieux services à tous ceux qui travaillent dans les zones les plus isolées du pays. Rolleré et son ULM ont permis à de nombreux scientifiques de faire avancer leurs recherches. Il emmène avec lui des archéologues qui survolent des sites incas, des vulcanologues pour s'approcher au plus près des volcans encore en activité, ou des biologistes afin de repérer des nids d'oiseaux au-dessus de la forêt amazonienne. C'est la liberté. Dans le ciel, il n'y a pas de propriété privée. Il n'y a pas de feu rouge, ni de chauffard. Et si tu veux savoir ce qu'il y a au-delà de la montagne, eh bien, tu n'as qu'à y aller. Si tu veux voir le fond de la vallée, tu descends. C'est l'expérience d'une certaine forme de liberté. Et en plus, ça te permet de voir la beauté du monde d'un autre point de vue.
C'est un moteur adapté à l'aviation. Il est sûr parce qu'il a les pièces essentielles en double. Il n'est pas très compliqué. Il faut prendre soin de lui parce que s'il t'arrive quelque chose en vol, tu ne peux pas t'arrêter pour regarder ce qui se passe. Mais c'est assez simple et très fiable. Il marche bien, c'est un bon gars. Voler à 5000 mètres d'altitude, dans un avion aussi léger, n'est pas à la portée de n'importe quel pilote. Rolre a l'humilité de ceux qui vont au bout de leurs rêves et qui n'ont peur de rien. Cette fois, Armando est à bord de l'ULM et son appareil de détection radio fonctionne. Avec Rolre, ils prennent la voie des airs pour localiser les tapirs de montagne équipés de balises. On sait peu de choses de cet animal étrange et rare. Armando est le spécialiste mondial des ours à lunettes et des tapirs, deux espèces menacées d'extinction. La zone que viennent de survoler Rolre et Armando est une réserve. Ailleurs, les tapirs de montagne sont chassés. Les deux hommes travaillent ensemble à l'étude de tous les animaux sauvages qui vivent dans ces régions protégées mais inaccessibles. Jorge m'a beaucoup aidé à repérer les animaux qu'on étudie. Il me donne leurs coordonnées, s'ils se déplacent, les lieux où il les a détectés. Sincèrement, le seul moyen d'aller dans cette région, c'est en ULM, pour repérer le signal. Sans ça, c'est impossible. Louer un hélico, c'est très cher. Quand je vole pour prendre des photos, j'en profite aussi pour détecter les signaux des ours à lunettes. Parfois, j'y vais sans Armando et j'écoute si les ours me disent bonjour. En quelques minutes, les nuages venus d'Amazonie s'amoncellent sur les montagnes du Paramo et un orage vient boucher l'horizon. Le vol avec Rolre a permis à Armando de repérer le versant de la montagne où vit un tapir. Il poursuit sa traque à pied. La progression est difficile sur ce terrain d'herbe haute et de trous d'eau glacée. Enfin, voici le sanctuaire du tapir des montagnes. Il est tout proche.
Étudier cet animal, c'est vraiment important parce qu'on sait très peu de choses sur lui. Alors en le connaissant un peu mieux, on pourra peut-être parvenir à le protéger et à le sauver. Le Paramo se trouve aux confins de deux mondes, entre le ciel et la terre des hommes. En venant observer les derniers tapirs, Armando ne fait que traverser ces paysages millénaires que personne ne parviendra jamais à dominer. À bord de son ULM, Jorge, lui, ne se lasse jamais de survoler ces territoires qui le fascinent. Et même s'il sait qu'il ne fait qu'effleurer des immensités vierges, du ciel, il accomplit son rêve d'aventure. Après 10 jours de mission scientifique sur le Rio Napo, Théo regagne son village. Théo est un des meilleurs guides d'Amazonie, un des seuls à oser s'aventurer sur ces fleuves qui s'enfoncent dans la jungle. Tout au long du voyage, il doit récolter des plantes dans la forêt. Il les trouvera sur les rives du fleuve. Partir dans une aventure comme celle-là, c'est une des meilleures choses que je connaisse. On va aller à la rencontre des merveilles que l'on a ici en Amazonie. C'est comme l'œil du monde, le centre de la Terre. Et si nous n'en profitons pas maintenant, tout va se perdre avec le passage du temps. Toute cette végétation va disparaître. Ici, la nature offre ce qu'elle a de plus beau. À 20 ans, Théo a eu la chance de quitter son pays pour l'Angleterre. À Leeds, il a découvert une autre jungle urbaine. Il y a étudié les sciences naturelles. Après avoir obtenu un diplôme de biologiste, il est revenu en Équateur quelques années plus tard. Naturellement, il a retrouvé sa place au sein de sa communauté, au cœur de la forêt, au bord du Rio Napo. Naviguer sur ce fleuve est une expérience de patience et de solitude. Il traverse l'Amazonie sur plus de 1000 kilomètres. Il prend sa source à l'ouest dans les glaciers de la Cordillère des Andes et rejoint les eaux de l'Amazone au Pérou. La pirogue de Théo est le bateau idéal pour descendre le fleuve. Il l'a baptisé Waila Kausai, file comme le vent. La descente du fleuve est longue et dangereuse. Les obstacles sont nombreux et ils se déplacent. Bancs de sable et troncs d'arbres sont des pièges fatals. À l'avant, Théo ne quitte pas des yeux la surface de l'eau. Il cherche le meilleur passage dans ce fleuve et guide Claudio, le pilote de la pirogue. Et voilà ce qui arrive le plus souvent. Le niveau du fleuve est très bas.
Théo doit faire passer la pirogue le long de la berge. C'est le seul moyen de franchir ce haut fond. Voici les portes de l'immense bassin amazonien. C'est la plus grande forêt pluviale de la planète, 1,5 fois plus vaste que l'Europe. L'Amazonie est un mythe. Elle ressemble à un grand poncho vert et ondulant à l'infini. Eldorado convoité pour ses richesses, elle évoque aussi l'enfer vert et le paradis perdu. L'Amazonie est menacée par la déforestation et l'exploitation du pétrole. Depuis des années, les communautés indigènes, comme celle de Théo, s'organisent pour faire valoir leurs droits ancestraux. Anciens nomades de la forêt, ils sont peu à peu devenus les premiers défenseurs du continent vert. Les termites sont un mets de choix pour les piranhas. Les petits carnassiers ainsi capturés serviront à leur tour d'appât vivant pour en attraper de plus gros. Le piranha de l'Amazonie est au menu du jour. Ay, 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 mierda, se me fue la grande, loco, chucha. La chaleur est étouffante. Il fait plus de 40 degrés et le soleil écrase de tout son poids les hommes et la nature. La jungle amazonienne peut paraître hostile et inhospitalière. Pour Théo et ses compagnons, elle est comme une amie d'enfance, un univers où tout est là, à portée de main. Je suis heureux ici parce que je suis dans le poumon du monde, dans son centre. Pas de pollution, pas de bâtiments, pas de gratte-ciel. On ne voit que des arbres immenses, des lagunes incroyables et des rivières sauvages, comme celle-ci. Ici, même la nuit, la fraîcheur n'existe pas. L'obscurité révèle un autre monde. Pour retourner au village, Théo traverse la lagune de Panacocha.
Un labyrinthe de rivières, de lacs et de forêts inondées. De l'eau, de la lumière et un monde végétal extravagant. Ici, la vie s'épanouit sous toutes ses formes. La lagune est un miroir étrange où se reflète l'image d'un jardin millénaire et inaccessible. Tout d'abord, entre nous, il faut qu'on se fasse confiance pour réussir ce genre d'aventure. L'équipe doit rester bien soudée. Il faut savoir anticiper ce qu'on a à faire, bien se préparer pour réussir à survivre à l'expédition. Parce que ça a l'air facile comme ça, mais dans la jungle, il faut faire des sacrifices et transpirer pour que le groupe reste efficace et pour obtenir ce qu'on cherche. Il y a 3 siècles, les premiers explorateurs connurent aussi l'âpreté de l'aventure amazonienne. En 1736, une expédition de scientifiques français, menée par Charles-Marie de la Condamine, débarque en Équateur. Ils viennent vérifier que la Terre n'est pas un globe parfait. Les mesures réalisées se font au prix d'efforts surhumains. Les maladies tropicales affaiblissent les hommes. Pour rejoindre la France, la Condamine entreprend le pari fou de couper à travers la jungle. Avec leurs guides indigènes, les explorateurs vont devoir survivre dans les profondeurs de la forêt. La Condamine va descendre les fleuves et rejoindre l'Amazone pour finalement atteindre le Brésil. Au cours de ce voyage, Charles-Marie de la Condamine dresse une carte des fleuves et décrit l'arbre quinquina dont est extraite la quinine, utilisée dans la prévention du paludisme. Il découvre également l'arbre à caoutchouc et l'usage du curare. L'expédition durera 10 ans. Au cœur de la spiritualité indigène, il existe un lien très fort entre la nature, l'homme et le cosmos. Théo est imprégné de cette culture. Dans la jungle, il ressent la force des esprits qui la peuplent. Il se souvient des histoires que lui a transmises sa mère en buvant l'aguayosa, une décoction à base de plantes de la forêt. Cette tradition ancestrale est un rituel, l'occasion pour les anciens de raconter des histoires qui continuent de forger la culture indigène. Les chamans invoquent toujours la Pachamama, la déesse de la terre maternelle. On dit que la déesse de la Pachamama, qui est très vénérable, a le pouvoir de pétrifier les animaux de la forêt. Cette déesse reviendra quand la terre ne supportera plus ce qu'on lui fait subir. Elle reviendra sous l'apparence d'une personne très vieille, avec une longue barbe.
Et alors, elle libérera les animaux pétrifiés qui extermineront les hommes. Cette vision spirituelle indigène permet de comprendre comment était le monde avant et comprendre aussi le monde d'aujourd'hui. Ces histoires racontent comment, à l'origine, la Pachamama a béni notre planète. C'est elle qui a créé les choses telles qu'elles sont pour nous. Cette harmonie entre la nature, les hommes et les animaux. Je crois en la réalité de cette vision qui nous est transmise au travers de ces histoires. De la forêt, Théo doit ramener à sa mère des plantes spécifiques qu'elle lui a demandées. Les peuples d'Amazonie ont longtemps gardé le secret des remèdes. Ces médicaments naturels servent encore aujourd'hui à toutes les communautés du Rio Napo. Il est bien, regarde. Tiens, donne un coup de machette ici. Nous, ce qu'on fait, c'est prendre la sève de l'arbre. On s'en sert comme une médecine naturelle. On peut soigner la malaria et le diabète. On l'appelle le sang du dragon. C'est un des arbres les plus utiles. Il a beaucoup de vertus. Par exemple, on peut l'utiliser pour cicatriser des blessures. Ça se transforme en crème. Mais c'est bon aussi pour se protéger du soleil. Sinon, avec une ou deux, maximum 3 gouttes, on peut purifier 1 litre d'eau. Aquí está uno. Vamos a sacar acá. En Amazonie, cet arbre est très spécial. Cette espèce de palmier grandit jusque là-haut pour profiter des rayons du soleil. Mais si un autre arbre lui prend la lumière, alors il commence à se déplacer. Il peut bouger jusqu'à 60 cm par an. Ici, les femmes enceintes l'utilisent pour les accouchements car ça permet de dilater le col de l'utérus et d'accoucher sans problème. C'est une des meilleures médecines naturelles qu'on a par ici. Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus aux plantes médicinales. Ce qu'ils cherchent, c'est la facilité. Ils vont à la pharmacie. S'ils ont mal au ventre, par exemple, ils achètent des pilules. Alors qu'ici, il y a bien plus, et c'est naturel, sans produits chimiques. Le monde moderne vient frapper depuis longtemps à la porte de l'Amazonie. Et aujourd'hui, la vie de Théo oscille entre ces deux cultures opposées qu'il aimerait réunir. Moi qui envisage les choses d'un point de vue indigène, je vois le futur de la Pachamama, notre terre maternelle, qui s'assombrit. Si les hommes ne la protègent pas, notre planète va exploser comme une bombe. Regardez toutes les merveilles que l'on a ici.
Toute cette beauté, nous devons y faire attention et l'aimer, pour toujours. Et alors la Pachamama nous remerciera et prendra soin de nous. Pachamama nos agradezca, nos diga gracias por protegernos y cuidarnos.